Ouais, donc bonjour à tous. Je vous présente en fait donc le webinaire sur le radon, le risque radon et les effets sur la santé. Merci d'être présent sur cette session. À savoir que le replay sera disponible sur le site Présence Bretagne en replay, et tous les participants, vous recevrez bien sûr le support webinaire par mail qui normalement sera transmis automatiquement. Donc, juste pour débuter, je me présente, je suis Yannick Delmotte, je suis technicien au service de santé au travail à Quimper. Et mon collègue Ganiel Bernery, qui aussi sera l'intermédiaire pour le chat. Donc, s'il y a des questions au fur et à mesure, on essaie d'y répondre, ou préférez plutôt de les réserver vos questions sur la fin, on restera disponible pour y répondre. Donc, je vais débuter simplement sur la présentation de Présence Bretagne, de ces rencontres santé-travail 2021 qui sont organisées partout en France par les services de santé au travail interentreprises. Elles sont l'occasion de présenter la prévention en action sur l'ensemble des actions menées au quotidien par nous-mêmes, les professionnels de santé au travail. Donc, c'est une association non lucrative qui représente tous les services de santé au travail à travers la France. Donc, c'est 240 services de santé au travail, ou hors 210 hors bâtiments et travaux publics, et couvre l'ensemble du territoire national en employant 17 000 collaborateurs, dont 4 500 médecins. Voilà, donc pour Présence Bretagne, en fait, c'est l'ensemble, vous le voyez sur le diapo, l'ensemble des services de santé au travail bretons. Pour notre part, nous sommes sur la région de Quimper, mon collègue et moi, et on est pour la Bretagne, les services de santé au travail bretons, via Présence Bretagne, suivent plus de 741 000 salariés et 70 000 entreprises adhérentes. C'est 843 professionnels, dont 218 médecins du travail. Donc, pour débuter, le risque radon, la prévention en entreprise, l'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter un peu le radon et les effets sur la santé. C'est surtout comment évaluer le risque et les moyens de lutte contre le radon. Donc, le webinaire se déroulera sur 5 plans principaux. On explique déjà les origines, les propriétés, les effets sur la santé sur le radon. On abordera aussi le cadre réglementaire et on expliquera un petit peu les modalités de mise en œuvre. De ce cadre réglementaire découle comment on évalue le risque radon. Je pense que c'est les questions que vous posez principalement. Et aussi comment on peut lutter contre le radon et ses méfaits sur la santé. Et enfin, je vous présenterai aussi les subventions TPE régionales qui sont mises en place par la CARSAT, Auvergne, Bretagne et Centre-Ouest. Vous comprendrez pourquoi ces régions sont prioritaires dans l'aide TPE régionale radon. Alors, le radon, qu'est-ce que c'est? Le radon, c'est un gaz radioactif incolore, inodore. Il provient de la désintégration radioactive du radium qui dérive de la désintégration radioactive de l'uranium. Celui-ci se trouve en faible quantité mais variable dans tous les sols ou les roches, ainsi que dans de nombreux matériaux de construction. Donc, il a quelques propriétés. Les propriétés physico-chimiques du radon sont, c'est un gaz inerte chimiquement. C'est un gaz rare, inodore, incolore et insipide, donc on ne le voit pas, on ne le sent pas. C'est un émetteur de rayons alpha. Alors, la période de cet élément radioactif, c'est 2 jours 82, donc c'est ce qu'on appelle la demi-vie, c'est que en 3 jours 82, la moitié des noyaux d'uranium, de radon sont désintégrés. C'est un gaz qui est peu soluble dans l'eau, mais qu'on peut quand même, l'eau peut être un vecteur quand même d'entrée du radon, et il est très soluble dans les solvants organiques. Donc, la croûte terrestre contient des radionucléides dits primordiaux présents depuis la création de la Terre, et des périodes radioactives suffisamment longues devant l'âge de celles-ci qui peuvent substituer une quantité importante. Ces radionucléides sont l'uranium 238, qui a une demi-vie de 4,5 10 puissance 9 années, l'uranium 235, le thorium.
En se désintégrant, il donne naissance à autant d'éléments radionucléides naturels, notamment le radon sous forme gazeuse. C'est pour ça qu'en fait, on le retrouve dans les habitations et en concentration plus ou moins importante en fonction des sols, parce qu'il passe à travers les pores et les fissures de la roche du sol. Alors, pour vous donner un petit schéma, euh, l'uranium va se désintégrer, va gérer le thorium. Ensuite, on revient sur l'uranium, le thorium, le radium. Et quand le radium se désintègre, cela donne le radon. Et le radon est un gaz, donc du coup, il va y avoir des émanations gazeuses qui vont rentrer dans l'atmosphère terrestre et dans les habitations. Et celui-ci, en se désintégrant, va générer du polonium, donc avec un rayon alpha. Le polonium lui-même va se désintégrer en recréant un rayon alpha, et ça sur une phase assez courte d'environ 1 heure. Donc on arrive sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 désintégrations. Et ces gaz vont être respirés et du coup contaminer les personnes qui peuvent être exposées à ce gaz. Donc, il est aussi présent dans l'atmosphère, mais aussi peut provenir du dégazage naturel de l'eau. C'est-à-dire que l'eau sous pression va pouvoir contenir du radon, et quand l'eau va revenir à la surface, va aussi pouvoir relarguer le radon, sachant qu'il n'est pas forcément soluble, mais ça va être un vecteur, l'eau va être un vecteur d'amener du radon. Alors, l'IRSN a mis en place une cartographie du potentiel radon par commune, qu'on retrouve sur le site de l'IRSN. Donc, vous avez le lien en dessous, que vous pourrez reconsulter évidemment avec le PowerPoint que nous allons vous transmettre. Donc concrètement, le potentiel radon, donc là à l'image de la France, vous voyez les taches oranges sur la carte, c'est les communes où le potentiel radon est le plus important, sachant que les jaunes, c'est là où il est le moins important. Donc on le retrouve principalement sur la région bretonne, les Pays de Loire, le centre de la France, le Massif central, la Corse, les Pyrénées et les Alpes, ainsi que sur la partie Alsace. C'est pour ça que la CARSAT met en place des aides régionales sur ces régions qui sont principalement impactées par le radon. Donc voilà, nous on est un service de santé en Bretagne, donc on s'attache, je vous présente un petit peu l'idée de la recherche. Quand vous ferez des recherches sur l'IRSN pour le potentiel radon de votre commune, vous avez juste à taper le nom de votre commune et vous aurez directement le potentiel radon de votre commune. Sachant qu'en jaune, c'est un potentiel radon faible. En zone 2, le hachuré orange, j'espère que vous le voyez bien, est un potentiel faible, mais avec des facteurs géologiques particuliers pouvant faciliter le transfert du radon vers les bâtiments. Et en zone 3, on est sur un potentiel radon élevé. Voilà pour les explications un petit peu sur le radon et comment il peut être amené à venir dans les bâtiments. Alors, dans l'habitat, en fait, le radon va pouvoir pénétrer de manière sur 3 facteurs, en fait. La concentration peut être élevée en fonction de la structure architecturale, bien sûr, du bâtiment. C'est la nature du soubassement. Si vous avez pas de vide sanitaire, vous avez un sous-sol. C'est l'interface entre le bâtiment et le sol. C'est le système de ventilation. C'est bien sûr, comme on le disait précédemment, c'est la localisation géographique. Le sol, il est sûr que vous aurez plus de potentiel radon sur un sol granitique que sur un sol sableux. Et puis le mode de vie des occupants, c'est-à-dire que si les gens vivent enfermés, confinés, il n'y a pas d'ouverture fréquente des ouvrants et on a un système de chauffage, le potentiel radon et la concentration augmentera dans les locaux. Et donc, en fait, au niveau biologique, le radon, quand il rentre dans l'habitat et que vous le respirez, il libère à son tour des radionucléides émetteurs d'alpha ou bêta, comme on l'a vu précédemment, qui se distribuent dans le corps, principalement dans les poumons, parce que vous le respirez, et il se désintègre en irradiant les tissus pulmonaires. Donc, certains modèles dosimétriques montrent que plus de 90% de la dose reçue est délivrée aux poumons. Les autres organes sont beaucoup moins exposés ou plus faibles, de l'ordre d'environ 100 fois inférieur. Donc voilà, vous voyez l'aspect en image
l'entrée du radon et des descendants que vous allez rejeter, mais qui vont se désintégrer dans les bronches des poumons. Voilà. Et le radon et ses descendants, parce qu'on parle du radon, mais il y a aussi tous les composés qui vont en découler, constituent la seconde cause de cancer du poumon après le tabac. Voilà. Donc la source principale, juste pour vous donner un petit ordre d'idée, la source principale d'exposition naturelle au rayonnement ionisant sur la carte, enfin sur le graphique, vous le voyez, hein, le radon, alors on parle bien d'exposition naturelle, on ne parle pas de tout ce qui va être radio, enfin tout ce qui va être radiation non naturelle, où il y a tout ce qui est aspect examens médicaux, scanners, radio, qui ne sont pas pris en compte dans l'aspect naturel des rayonnements ionisants. Le radon représente quasiment 50% de l'exposition des Français à des rayonnements ionisants. Sachant que vous avez l'alimentation, le tabac, les rayons cosmiques, qui sont aussi émetteurs d'alpha et bêta, et puis l'activité tellurique de la Terre. Donc le risque de contamination interne par des particules radioactives, c'est l'aspect principal. Et le radon est considéré comme un cancérogène pulmonaire depuis 1987 par le CIRC, en groupe 1, et le deuxième après le tabac. Et ça représente en France 3000 décès par an. 3000 décès par an sont attribués au radon en France. Et la majorité, c'est un risque de majoration, effectivement, quand vous êtes fumeur et que vous êtes exposé au radon, il y a une majoration du risque de cancer bronchopulmonaire. Et en termes de maladies professionnelles, le radon il y a un lien possible avec le tableau des maladies professionnelles du régime général, du tableau numéro 6. Alors, le cadre réglementaire, le radon a été pris en compte dans le Code du travail depuis le 1er juillet 2018 par un décret relatif à la protection des travailleurs contre le risque dû au rayonnement ionisant. Le radon présente un risque professionnel qui doit être appréhendé de la même manière que les autres risques dans une entreprise. Et donc, tout employeur est dans l'obligation de procéder à une évaluation du risque radon dans le milieu de travail. On parle bien d'évaluation, au moins sur les locaux en sous-sol et en rez-de-chaussée des bâtiments, et sur certains lieux de travail qui sont spécifiques, comme tout ce qui travaille en souterrain, cavités, carrières, les mines, les grottes, les caves agricoles, et les ouvrages enterrés, barrages, égouts et tunnels. Donc concrètement, dans le cadre réglementaire, le radon, en fait, il y a un niveau de référence pour le radon qui est fixé à 300 becquerels par mètre cube. L'activité moyenne volumique annuelle dans le local de travail mesurée sur 2 mois minimum, d'avril à octobre, quand on parle de mesures au niveau du sous-sol et du rez-de-chaussée, uniquement pour tous les secteurs d'activité. Donc la démarche de gestion du risque radon commence par une évaluation du risque à atteindre ou à dépasser le seuil de référence. C'est-à-dire que la démarche va dépendre de la situation géographique de votre entreprise et effectivement de ce qu'on va développer par la suite, de tout ce qui pourrait être des facteurs aggravants dans le bâtiment qui pourraient faire augmenter la concentration du radon. Et bien sûr, cette évaluation doit être intégrée à votre document unique d'évaluation des risques professionnels, au même titre que les autres risques. Bon, juste une petite aparté sur le lieu de travail spécifique. L'arrêté est paru le 30 juin 2021, donc quasiment 3 ans après la modification du Code du travail pour le radon pour les entreprises, les entreprises classiques, hein, donc, qui intègrent donc le lieu de travail spécifique, ces caves, les mines, les souterrains et les grottes. Voilà. Donc, on va parler, quand on parle d'évaluation, effectivement, on peut se poser la question comment on évalue si on ne fait pas de mesure. Alors, le Code du travail n'explique pas qu'il faille faire des mesures automatiquement. Alors, il y a quand même des recommandations, hein. Il est recommandé en zone 1 s'il y a des éléments documentaires. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise où il y a eu du stockage d'uranium ou des activités
voilà, en fonction des éléments documentaires, si votre entreprise est située dans une commune de zone 1, effectivement, il faut aller chercher des éléments documentaires pour se dire s'il faut faire ou pas de mesures. En zone 2, effectivement, bah, il est recommandé de faire des mesures, des mesurages, et vivement recommandé en zone 3. Alors, on va parler des mesures qui ne sont pas forcément très complexes à mettre en œuvre, mais qui peuvent permettre de faire une évaluation au plus près et beaucoup plus simple que de faire une simple évaluation. Donc, pour effectivement la recherche documentaire, il faut identifier le potentiel radon de la commune associée via la carte que je vous ai présentée tout à l'heure, savoir si votre commune est en zone 1, 2 ou 3. Après, il faut effectivement se référer à l'arrêté qui a modifié le Code du travail du 27 juin 2018. Donc, la carte, effectivement, ou l'application radon et radioactivité par rapport à votre commune, ou même l'implantation sur les grandes communes, l'implantation de votre entreprise sur certaines zones. Il y a aussi le portail GéoRisque qui va donner des informations un peu plus précises sur le potentiel radon. La base de données Mimosa qui recense toutes les carrières d'uranium en France. Cette carte, alors sachant que voilà, en Bretagne, il y a eu quelques carrières d'uranium, donc on peut savoir où elles étaient, si elles sont encore en exploitation ou pas. Alors il y a aussi l'historique du bâtiment et du terrain. Effectivement, si votre bâtiment est construit à même une veine de granit ou de roche volcanique, il y a un fort risque. Les informations sur les bâtiments aux alentours. Est-ce que vous avez des entreprises qui ont déjà fait des mesures et qui ne sont pas bonnes, qui sont bonnes? Ça, c'est des choses peut-être difficiles à obtenir, mais bon, si vous avez des relations dans des entreprises voisines, ils pourront peut-être vous donner des informations. Il y a aussi les caractéristiques du bâti, tout ce qui est label, certification, avec les solutions qui permettent de dire que voilà, on a un vide sanitaire et qu'il est ventilé et on a très peu risque d'avoir du radon parce qu'on a un vide sanitaire sous nos locaux. Et puis, vous pouvez aussi vous appuyer sur le résultat des mesurages déjà réalisés dans les ERP, sachant que pour tout ce qui est établissement recevant du public, et notamment des enfants ou des locaux à sommeil pour les enfants, les mesures de radon sont obligatoires. Alors, ce n'est pas forcément évident non plus auprès des municipalités d'avoir les informations sur les écoles primaires parce qu'ils ont beaucoup de mal, parce qu'en général, s'ils ont fait des mesures, elles ne sont pas forcément bonnes et ils n'ont pas envie forcément de les diffuser. Mais voilà. Alors, le mesurage, il y a 3 types de mesures. Enfin, il y a 3 types de mesures pour le radon qu'on peut faire. Vous avez les mesures d'appareils de mesure instantanée qui vont donner une mesure ponctuelle. Ça va être les carrés rouges. Donc, vous faites une mesure et vous allez avoir une donnée à un moment T où on a une donnée, voilà, on est à 300, là on est à 200 becquerels. Là, on est quasiment à 300 becquerels. Là, on est à 350 becquerels, mais ce n'est pas une donnée moyenne. Vous avez la mesure en continu qui va vous donner un graphique et qui va peut-être permettre de faire une intégration et d'avoir la moyenne sur un temps donné. Mais les appareils de mesure ne permettront pas d'avoir une mesure sur 2 mois. C'est plutôt une mesure dans un deuxième cadre pour aller rechercher les sources d'entrée du radon dans un bâtiment. Donc la mesure intégrée, en fait, c'est vraiment la seule mesure qui est valable, qui peut se faire sur une longue durée via ce qu'on appelle des petits dosimètres qui vont mesurer l'activité volumique du radon pendant une période considérée, donc minimum 2 mois. Donc la mesure intégrée sur 2 mois, alors on dit 2 mois en hiver et en situation normale de travail, c'est-à-dire que vous n'allez pas les faire si vos locaux sont fermés à Noël, l'activité n'est pas normale, donc il vaut mieux éviter de le faire sur une période où les bâtiments sont fermés. On le fait en hiver parce qu'en fait, en hiver, on est plus confiné, on ouvre moins les fenêtres. On a un système de chauffage qui va être, on va le voir aussi par la suite, un système qui peut aggraver la montée de concentration dans les locaux. Donc, c'est des petits détecteurs solides de traces nucléaires. Hein. C'est des systèmes passifs. C'est de l'ordre de prix de 10 à 15 euros hors taxe, avec le résultat compris, bien sûr. Donc là, je vous mets en quelques noms de fournisseurs, un Pearl, de Zira, de Radionova ou Algad, qui ont une accréditation COFRAC pour faire les analyses, vous fournir le matériel et faire les analyses. Bien sûr, ils sont référencés sous une norme ISO. Alors, ces mesurages, vous pouvez le faire soit vous-même, soit via un organisme agréé.
On en reparlera des organismes agréés. Je vous donnerai le site internet de l'ASN où en fait il peut vous fournir, si vous ne souhaitez pas vous faire vous-même, faire intervenir un organisme agréé pour pouvoir faire ces mesurages. Et les détecteurs, ben, si vous souhaitez le faire en auto-mesurage par vous-même, ben, ils doivent être placés entre 1 mètre et 2 mètres du sol, en laissant un espace libre autour d'eux, éloignés de toute source de chaleur ou de zone de passage, d'une bouche de ventilation, parce que ça fausserait un peu les résultats, ou d'une fenêtre, et puis éviter tout ce qui est aspersion d'eau. Ils doivent être fixés, évidemment, parce que si on le pose sur une table, il va être bougé et on n'aura pas forcément une donnée représentative de l'exposition. Voilà. Alors, la Direction générale du travail a aussi mis un guide en place. Donc là, c'est les petits conseils pour faire un plan de mesurage par vous-même par rapport à vos locaux. Voilà, si vous avez des locaux qui sont inférieurs à 200 mètres carrés avec plusieurs locaux de travail, il faut en mettre au moins 2 de manière un peu homogène. Et ce que je vous conseille effectivement, c'est de les mettre sur des locaux de travail, pas dans le placard à balai ou dans un local de stockage où les gens ne sont pas constamment présents. Et après, voilà, vous avez inférieur à 200 mètres carrés, un seul grand espace de travail, voilà, en placer 2. Sur des grands locaux, c'est entre 200 mètres carrés et 1000 mètres carrés, plusieurs locaux de travail, c'est 1 en fonction des locaux. Donc ça, ces données-là sont données par, je ne vais pas défiler parce qu'on a un temps un peu réduit, un parti un peu réduit, donc je ne vais pas développer tout ça, mais c'est des données que vous pourrez retrouver sur le guide de la DGT, où je mettrai en lien aussi à la fin du diaporama. Donc, une fois que vous avez fait des mesurages, donc une fois que vous avez réalisé l'analyse documentaire, vous estimez que vous avez besoin ou pas de faire des mesures de radon, vous passez aux mesures de radon, que ce soit par vous-même ou par un organisme agréé. Vous avez le résultat. Le résultat par rapport au niveau de référence qui est 300 becquerels mètre cube, vous êtes inférieur. Voilà, vous êtes, en l'occurrence, vous avez fait votre évaluation, elle est bonne, donc c'est fin de la démarche. Par contre, si les résultats sont supérieurs à 300 becquerels par mètre cube, selon les données, il est nécessaire de réaliser des mesures de réduction du risque radon. Donc, on en reparlera aussi, des solutions techniques. Donc, c'est vérification de l'efficacité. Donc, une fois que vous avez fait ces mesures de réduction de radon via des organismes agréés ou de conseil, il faut faire la vérification de l'efficacité des mesures de réduction de concentration de radon. Donc, c'est une démarche qui peut être un peu longue parce que, en général, ça engendre des travaux. Donc, vous faites des mesures en hiver 2 mois. Vous allez consulter des organismes pour essayer de trouver des solutions pour faire réduire ce taux de radon dans l'entreprise. Et il faut refaire des mesurages. Donc, on peut aller à 1 an, voire 2 ans de démarche pour pouvoir refaire ces mesures parce que vous n'avez pas forcément les budgets pour faire ces travaux. Donc, ça peut être une démarche qui peut être un peu longue, notamment pour les salariés qui vont vous connaître les mesures et qui peuvent. Ça peut générer quelques problématiques. Une fois que la vérification de l'efficacité, au remesurage, et après je vous expliquerai la démarche. Si les résultats sont inférieurs à 300 becquerels, c'est fin de la démarche. S'ils sont encore supérieurs, suite même avec la réduction du risque radon, on vous expliquera la démarche un peu plus précisément par la suite. Donc, en fait, en termes de réduction de mesure du radon, les solutions techniques validées, parce qu'on a quand même un certain retour par rapport à tout ce qui est ERP en France, sont déployées dans l'habitat privé, dans les ERP, effectivement. Vous pouvez vous prendre appui auprès des experts certifiés, le comité scientifique et technique du bâtiment, l'IRSN aussi, qui est l'Institut radioprotection et sûreté nucléaire, et le CERMA, qui est l'agence technique de tout ce qui est bâtiment et aménagement du territoire, peut aussi être un appui pour vous et donner des informations. Après, chaque cas est vraiment particulier. Des entreprises, l'entrée de radon peut être variable et
essayer de trouver l'entrée et comment essayer de réduire cette entrée. Donc avant de se lancer dans des travaux, lorsqu'un local a été mesuré au-delà de 300, excusez-moi d'ailleurs, il y a une petite faute, au-delà de 300 becquerels par mètre cube, il faut mener des investigations complémentaires pour comprendre d'où vient le radon et afin de pouvoir agir efficacement sans générer trop de frais. C'est là où les appareils de mesure instantanés peuvent vous donner, rechercher l'entrée source du radon dans un local. Il y a les diagnostics techniques du bâtiment aussi, et puis des mesures complémentaires avec effectivement des organismes agréés de ce qu'on appelle niveau 2. Donc, en fait, on va distinguer 3 grandes typologies de solutions techniques qui permettent de protéger le bâtiment. On va essayer d'étanchifier le bâtiment par rapport au sol et éviter de le faire rentrer. On voit là sur le trait rouge, on va faire une séparation physique pour éviter que le gaz puisse pénétrer dans l'habitat. Il y a le système de ventilation du bâtiment qui va permettre de aussi supprimer ce confinement et permettre de réduire cette concentration de radon. Et puis, c'est le traitement des soubassements. On sait que le radon va se concentrer dans les soubassements qui sont mal ventilés. Donc, l'idée, c'est comment on peut ventiler pour réduire cette concentration de radon et d'éviter d'avoir un système de dépression dans votre bâtiment par rapport au sous-sol qui va permettre de faire pénétrer le radon dans vos locaux. Donc, rappel, 80% du radon dans les bâtiments provient du sol. Donc, avec le petit schéma, les canalisations, les joints, les soubassements, l'air extérieur aussi, l'entrée d'eau, il peut y avoir un dégazage aussi. Et les matériaux aussi matériaux de construction peuvent être aussi générateurs de radon. On prend l'exemple pour la Bretagne des longères en granit. Voilà, on a du granit dans les murs, donc on a aussi cette entrée du radon dans les maisons, dans les locaux du moins. Donc en fait, les voies d'entrée du radon dans un bâtiment, on va distinguer deux systèmes de transfert. Il y a le transfert convectif, c'est-à-dire que votre bâtiment, à partir du moment où vous le mettez en chauffage, va se mettre en dépression par rapport au sous-sol ou au vide sanitaire. Et en fait, le radon va pouvoir rentrer s'il y a des fissures ou des canalisations qui passent. La dépression va faire un transfert d'air et donc de radon vers votre local. Donc, cette différence de pression, il faut essayer de la traiter. Il y a aussi le transfert diffusif. Voilà, il y a un échange d'air naturel entre un sous-bassement et une maison avec des fissures toujours. Et donc, le radon, naturellement, va rentrer en se diffusant tranquillement dans l'habitat. Voilà. Alors, l'étanchéité du radon, étanchifier au radon l'interface bâtiment-sol, c'est peut-être déjà de chercher les points d'entrée. Voilà, là, je 3 petites photos d'exemples où vous avez un siphon, où vous avez une gaine technique, vous avez des canalisations qui passent avec des trous. C'est des vecteurs privilégiés pour le radon pour pénétrer dans les locaux. Après, il y a la création d'une dalle béton qui va étanchifier en fait, finalement l'intégralement et en ventilant le sous-sol, évitera de faire rentrer le radon. Et ça, on arrive sur des travaux qui commencent déjà à être un peu plus importants. Et puis, effectivement, sur l'aspect construction, c'est la mise en place d'une membrane anti-radon. Certains locaux maintenant, notamment en Bretagne, intègrent directement la membrane anti-radon pour éviter que quand on construise, derrière, on ait une nécessité à retraiter. La membrane va étanchifier le bâtiment et éviter que le radon pénètre dans les bâtiments. Voilà. Le deuxième axe, c'est la ventilation du bâtiment. Alors, c'est pour expliquer un petit peu aussi, on va ventiler, ça ne pose pas de souci. La ventilation peut générer des problématiques ou aggraver certaines situations. Alors, on va parler de la ventilation naturelle. Ça permet de réduire la concentration en radon, on renouvelle l'air, mais au final, ça ne permet pas de bloquer non plus l'entrée du radon dans le bâtiment. L'efficacité donc dépend aussi du climat. Alors en Bretagne, du vent, on en a, donc quand on ouvre les fenêtres, effectivement, on a un renouvellement d'air, mais c'est aussi le comportement des habitants, des occupants.
Est-ce qu'ils ventilent régulièrement leur bureau? Et puis, est-ce qu'ils peuvent ouvrir les fenêtres? C'est les questions. Vous avez la ventilation mécanique centralisée. Alors, ce n'est pas contrôlé, c'est centralisé par ce qu'on appelle un simple flux d'extraction, hein, ce que la majorité des bâtiments sont équipés. Dans les locaux humides, vous avez un bloc de VMC et l'entrée d'air se fait par les ouvrants avec des petites grilles d'aération. Mais en fait, le fait de mettre un aspirateur, une sorte de mini aspirateur qui va aspirer l'air, en fait, vous mettez votre local en dépression. Et le fait de le mettre en dépression, l'air, le radon qui est en sous-sol, le transfert du radon en sous-sol va être favorisé parce que vous allez avoir un tirage qui va faire que le radon va remonter dans les locaux. Alors, vous avez là double flux équilibré. Ça permet de renouveler l'air sans mettre le local en dépression. Donc, c'est aussi une solution qui peut être envisagée. Et ça permet, mais ça n'a pas d'impact non plus sur l'aspect tirage thermique. C'est-à-dire que quand vous allez mettre votre chauffage en fonction, comme pour une cheminée, hein, vous avez l'aspect cheminée qui va créer un tirage pour attirer les fumées vers le haut. Ça va être la même chose. Votre local va chauffer, il va se mettre en dépression par rapport au sous-sol qui n'est pas chauffé, et donc le radon aussi, le transfert du radon va être aussi favorisé. Vous avez le système de VMC double flux déséquilibré, c'est-à-dire qu'on peut aussi, on fait rentrer de l'air de manière mécanique, on fait sortir de l'air mécanique, mais s'il y a un décalage entre les deux, votre local va être aussi en dépression et aussi favoriser l'entrée d'air. Alors la solution peut-être la plus adéquate, c'est la solution simple flux par insufflation, c'est-à-dire qu'au lieu d'aspirer l'air, vous le faites rentrer. Donc vous mettez votre local en surpression, quelque part par rapport au sous-sol, et là le radon ne pourra plus du coup pénétrer parce que l'aspect surpression, l'échange se fera plutôt dans l'autre sens. Et la problématique, c'est qu'en fonction des systèmes d'appareils de combustion raccordés ou dans les logements, ça peut poser des problématiques. Mais ça, c'est des solutions que les entreprises agréées pourront vous donner dans l'accompagnement de travaux. Après, vous avez le traitement des sous-bassements. Alors, pour beaucoup d'entreprises, maintenant, les locaux sont conçus avec des vides sanitaires. L'idée, c'est de ventiler ce vide sanitaire pour éviter que la concentration en radon soit trop importante dans ces vides sanitaires. Donc, c'est effectivement la possibilité aussi de créer une extraction mécanique. J'ai le cas dans une entreprise où, en fait, il y a un souterrain. L'idée, c'est de mettre une extraction mécanique pour purger vers l'extérieur cette concentration, mettre le sous-bassement finalement en dépression par rapport à votre local. Ça fait sortir le radon et ça évite que le radon résiduel dans le sous-bassement repasse aussi dans le local. Et puis après, il y a les systèmes de dépressurisation des sols, c'est-à-dire que vous avez un système de drain. Et en fait, vous avez une pression positive. Enfin, votre local est un peu légèrement en dépression par rapport au sous-sol. Donc le radon, on voit les petites flèches bleues, va rentrer, va pénétrer. Alors que si vous créez un système vous créez une dépression plus importante dans le sous-sol, c'est plutôt l'inverse. On voit le schéma où c'est les gaz, enfin l'atmosphère intérieure qui va plutôt descendre dans les sous-bassements que l'inverse. Donc ça, c'est des solutions aussi qui peuvent être coûteuses si vous n'avez pas de vide sanitaire ou autre. Voilà. Donc si le radon, voilà, donc on arrive sur l'évaluation. Donc voilà, après les mesures de réduction, si vous êtes toujours à 300 becquerels par mètre cube, là il est nécessaire d'agir par rapport à la réglementation, hein, c'est de communiquer les résultats des mesures à l'IRSN qui va tout centraliser. C'est d'identifier toutes les zones où les travailleurs sont susceptibles d'avoir reçu une dose efficace corps entier. Alors on va parler tout de suite de ce que c'est une dose efficace. Dû au radon, on parle bien du radon hein, pour tout ce qui est radioactivité artificielle comme les appareils de radio, je pense aux dentistes qui ont des appareils de radio avec des rayons X, on est sur un autre axe, hein. On parle bien uniquement du radon. La dose du radon, plus de 6000 de
6 millisieverts par an pour 2000 heures de travail en utilisant l'équation. Donc, ce qu'on appelle la dose efficace, ça va être la concentration en radon, donc les becquerels par mètre cube. Donc, on parle de becquerels par mètre cube pour le radon. Hein. Le nombre d'heures de travail, on est sur l'ancien mesure où on était encore à 4. C'est une formule de calcul qui date des années 80, avant le passage aux 35 heures et avant les 5 semaines de congés payés. Donc, on était sur une base de 2000 heures par an, avec un coefficient de correction qui est de conversion qui est affecté au radon par rapport à l'émission de rayons alpha. Qui est de 300 excusez-moi, du coup, de 3,11 10-6 et donc pour la mesure de 300 becquerels par mètre cube, voilà, on aura une exposition, une dose efficace de 1,87 millisieverts, mais à partir de 965, on est à 6 millisieverts. Donc, dès que vous avez à peu près 1000 becquerels par mètre cube heure, on atteint la dose efficace corps entier pour une personne en poste à 2000 heures par an. Petit rappel, excusez-moi, petit rappel, ce coefficient de conversion va être revu. C'est en cours et il va être baissé. Donc, on risque d'être plutôt à 6000. On aura, à partir de... Je vais donner un chiffre comme ça, mais par exemple, ce coefficient de correction va être revu à la hausse. Donc, du coup, pour atteindre les 6 millisieverts par an, on risque d'être plutôt vers 800 ou 700 becquerels par mètre cube. Donc, ça va s'aggraver. Cette dose efficace va être de plus en plus proche de 800 becquerels par mètre cube que de 1000. Et donc, une fois que vous avez fait ce calcul-là et que, effectivement, vous êtes au-delà des 6 millisieverts par an, hein, exclusivement lié au radon, hein, donc exposition naturelle, l'employeur doit désigner un conseiller en radioprotection. Donc, délimiter toujours la zone radon avec la signalisation, accès limité, vérification du périodique radon R. C'est-à-dire que là, vous engagez des mesures périodiques pour voir la concentration en radon. Essayez de faire une évaluation individuelle de la dose reçue par tous les travailleurs accédant à cette zone radon, en tenant compte du temps de travail de présence, temps de présence effectif de chaque travailleur concerné. C'est-à-dire que si vous avez un local où le salarié n'y passe que 50 heures par mois, il faudra faire le calcul de son niveau de dose efficace pour 50 heures, donc x 12, 600 heures par an. Si, en fonction de la concentration et du temps de travail passé, vous êtes toujours à 6 millisieverts par an, supérieur à 6 millisieverts par an pour un de vos salariés, il faut communiquer le résultat de l'évaluation individuelle au médecin du travail. C'est de le mettre, effectivement, de le placer en suivi individuel renforcé, hein, ce qu'on appelle le CIR. Et c'est de mettre en place une surveillance dosimétrique individuelle. Dosimètre passif radon, comme vous voyez pour le personnel soignant quand en radiologie, par exemple. Et mettre en place une information adaptée des travailleurs accédant à ces zones. C'est-à-dire que voilà, éviter, c'est les informer qu'il y a effectivement, ils vont être mis en place, ils vont être suivis, ils vont avoir un suivi individuel par rapport à une dosimétrie annuelle qui va être faite et qui va être suivie par l'IRSN. Voilà. Voilà. Alors, dans ce cadre-là, la CARSAT a mis en place depuis début de cette année une aide pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés en Auvergne, en Bretagne, dans le centre-ouest, pour vous accompagner dans la démarche de prévention face au risque radon. Donc, il y a plusieurs aides. Ils peuvent vous aider dans le financement de l'évaluation du risque. C'est-à-dire, si vous voulez faire intervenir un organisme agréé pour faire des mesures dans vos locaux, ils peuvent prendre en charge effectivement 70% du coût des mesures. Après, vous avez l'expertise radon, c'est-à-dire que c'est là où vous en aurez peut-être le plus besoin, c'est identifier les zones d'entrée pour essayer de cibler au mieux et au moins cher finalement
solutions techniques pour réduire cette concentration rado dans les locaux. Et dans les constructions nouvelles, c'est aussi des aides par rapport à des systèmes de dépressurisation, construction de sanitaire. C'est-à-dire que si vous voulez construire des locaux, il peut aussi y avoir des aides par rapport à l'installation de ces systèmes-là pour réduire le surcoût en fait que ça peut engendrer pour vous. Et donc pour les locaux existants, des travaux d'installation, ils peuvent vous financer aussi à hauteur de 50%. Toutes ces données sont bien sûr disponibles sur les sites de la CPAM, sur l'onglet entreprise, où vous aurez le détail un peu plus précis et la démarche pour le faire. Et puis les travaux complexes aussi, avec des étanchéifiés. Et il y a aussi un forfait qui est très intéressant, c'est le dispositif de surveillance. C'est-à-dire que vous intervenez en entreprise, vous n'avez pas forcément les compétences ou le temps de suivre ces travaux pour voir l'efficacité. Et ils peuvent aussi débloquer un petit forfait de 500 € pour faire suivre les travaux. Voilà. À titre, voilà, si vous voulez aller un peu plus loin dans la démarche, sachez que l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, a mis des fiches techniques en place sur le radon en milieu de travail. Il y a l'IRSN, donc on en parlait tout à l'heure sur les cartes. Il y a aussi un document assez complet sur le radon. Vous avez le site du ministère du Travail, donc la DGT, qui a fait un guide pratique que je vous ai présenté tout à l'heure pour les plans de mesurage si vous voulez le faire par vous-même, l'automesurage. Et l'ASN aussi, qui est l'Agence de sûreté nucléaire, c'est-à-dire c'est là où vous allez retrouver toute la liste des organismes agréés de votre région qui seront capables de faire les mesures ou de vous accompagner dans des démarches de travaux, de recherche de solutions pour améliorer. À titre privé aussi pour vous, si vous souhaitez estimer votre exposition annuelle, il y a le site irsn.fr qui pourra donner par rapport à votre commune votre niveau estimé d'exposition annuelle aux rayonnements radioactifs. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'ai été dans les temps, on m'avait imparti 45 minutes, donc je ne suis pas trop mal. Maintenant, il reste 17 minutes. Si vous avez des questions, je vais suivre le chat et on essaiera d'y répondre. Alors, donc j'ai la question, comment évaluer le risque pour les salariés qui interviennent chaque jour sur des sites non évalués, mais potentiellement concernés par l'intervention chez des particuliers? Ça peut être compliqué. Alors, à savoir que maintenant, logiquement, quand vous achetez un appartement ou en location sur un appartement en rez-de-chaussée ou une maison, pour la Bretagne, les mesures sont obligatoires de radon. Donc ça peut être demandé aux particuliers. Effectivement, si c'est des interventions ponctuelles, ça peut être compliqué de l'évaluer. Je n'ai pas forcément de réponse à vous apporter là-dessus. Après, ça dépend des lieux d'intervention, là où ils interviennent, si c'est en étage, en rez-de-chaussée ou en sous-sol. Effectivement, c'est peut-être aussi par rapport à si vous avez plusieurs salariés, c'est de partir sur le temps de travail vraiment effectif chez les particuliers, en partant de moyenne par rapport à l'expo, par rapport à ce site-là, sur les communes, au niveau de l'exposition annuelle, et de faire peut-être ce qu'on pourrait appeler une cote mal taillée, mais ça permettrait peut-être d'avoir une donnée par rapport au rayon d'interaction, d'action des salariés. Donc, je ne sais pas, peut-être d'autres questions, un point que vous souhaitez qu'on aborde un peu plus précisément?
Alors, je vais répondre déjà à la question là, pour savoir si un salarié est atteint. Alors, atteint, je ne comprends pas trop le sens de la question. Si un salarié est exposé de manière importante au radon, et il demande de manger du poisson parce que, comme le poisson est aussi vecteur de métaux lourds, ils peuvent être effectivement, et puis qu'on a quand même lancé un petit peu de déchets nucléaires dans les mers, on peut se retrouver avec des poissons qui sont un peu irradiés. Je pense que c'est dans ce sens-là que la question est posée. Alors la question, un salarié a été... la question pour les salariés contaminés au radon, alors ils ne sont pas contaminés, enfin ils sont exposés, donc ils peuvent en respirer. C'est là où la mesure est importante, c'est-à-dire que quand vous avez un salarié dans un bureau 152 heures, 160 heures par mois, une fois que vous avez fait la mesure de son local, bah, vous pourrez faire son exposition de par son activité professionnelle. Après, euh, si ça n'empêche que lui, à titre individuel, peut être aussi contaminé au radon, il ne va pas être, il va pas être contagieux, il va être exposé au radon, mais à titre individuel, s'il vit dans une longère aussi, il aura une exposition. Vous, votre démarche en tant qu'employeur, c'est de dire, voilà, je ne l'ai pas exposé tant que ça de par l'activité dans mon local. Si j'ai bien répondu à Madame Caroline 10. Et donc pour la réponse pour l'avion, effectivement, bah, on parlait des rayonnements cosmiques. C'est-à-dire que si vous prenez souvent l'avion, bah, vous êtes plus près et moins protégé par l'atmosphère. Donc vous avez aussi des irradiations cosmiques qui peuvent vous contaminer. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, effectivement, tout ce qui est rayonnement, de manière générale, c'est pour ça que maintenant les médecins, au niveau de l'impact du scanner, on vous injecte un produit radioactif dans l'organisme. Donc ça dépend quelle zone il vous donne, mais c'est pareil pour les gens qui font des radios régulières. C'est pour ça que pour, pour les radios, alors on nous demande souvent, les médecins prescriveraient avant des radios pulmonaires tous les 2 ans ou 3 ans, on ne l'a plus. C'est que vous constaterez que les médecins font appel moins en moins s'il n'y a pas nécessité à faire des radios régulières. Ils préfèrent faire un IRM plus régulier parce que c'est aussi une source d'exposition au rayonnement importante pour les personnes lambda, quoi. Notamment pour la Bretagne et les zones où il y a un fort impact radon. Alors les dosimètres, on me demande pour les dosimètres, alors à titre, après moi je ne vais pas faire de placement de produits. Après, moi je vous conseillerais des petits dosimètres quand même comme le Pearl, ou éviter peut-être des dosimètres comme ça, clapets, où on peut toucher, ou voilà, des dosimètres plutôt fermés. Je n'ai pas le nom de celui-là, mais voilà, des dosimètres fermés. Euh, pour, pour information, nous, notre service, on est en train de réaliser des mesures. On a posé les dosimètres. Moi, j'ai posé les dosimètres sur les postes de travail au niveau des écrans, au niveau des voies respiratoires. Donc, c'est des petits dosimètres diamètre 3 cm. Donc, ce n'est pas non plus des dosimètres qui sont importants. Euh,
mais c'est après, vous voyez, au moins cher, hein, ils ont tous une accréditation COFRAG, donc donc s'il n'y a plus de questions, bah, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et normalement, bah, le support vous sera retransmis par mail suite à votre inscription de manière automatique la possibilité de le revoir effectivement sur le site de Présence Bretagne. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée.